Le cancer. Une pensée vertigineuse qui bouleverse une vie, traverse le quotidien, transforme les relations et réinvente les priorités. Mais derrière ce mot, il y a avant tout des histoires, des visages, des voix humaines et singulières. Bienvenue dans Le Cancer et moi. Un podcast où nous tentons de mettre des mots sur la maladie et ses réalités sociales. Chaque année en France, plus de 380 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués et des millions de personnes vivent avec un antécédent de cancer. Ces chiffres éclairent l'ampleur du phénomène, mais surtout, ils rappellent une réalité essentielle. Le cancer n'est pas une fatalité silencieuse. La prévention et le dépistage sont au cœur de la lutte contre la maladie. Ils permettent de détecter certains cancers à un stade précoce, quand les chances de traitement et de survie sont plus élevées. C'est l'objectif des programmes de dépistage organisés en France, notamment pour le cancer colorectal, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Pourtant, malgré ces dispositifs, les taux de participation restent bien en dessous des objectifs de santé publique fixés par les autorités de santé, avec de fortes disparités selon les régions et les populations. Ce décalage entre ce qui est possible, ce qui est recommandé et ce qu'on fait réellement met en lumière un enjeu majeur. Quand on parle de prévention du cancer, de quoi parle-t-on vraiment ? Comment parler de dépistage sans faire peur ? Quel est l'intérêt réel de se faire dépister ? Dans ce nouvel épisode de notre podcast Le Cancer et moi, nous allons ainsi parler de dépistage et de prévention dans le cadre du cancer, avec les témoignages de Cécile, Cyril et Pascal Bataille, accompagnés des expertises de l'oncologue Dr Alain Fourquet, de l'urologue Dr François Desgrandchamps et de Charlotte Kansky de la Ligue contre le cancer. Bonjour, je suis Charlotte Kansky, responsable de la prévention au Comité de Paris de la Ligue contre le cancer. Alors, la Ligue contre le cancer, c'est une association créée en 1918 par Justin Godard au sortir de la guerre. On a 4 missions à la Ligue contre le cancer. Le soutien à la recherche contre le cancer, l'aide aux malades et aux proches, la prévention, la promotion des dépistages et une mission qu'on appelle Société et politique de santé qui est plutôt une mission de plaidoyer pour faire changer le regard de la société sur le cancer. Alors, la Ligue est une fédération de 103 comités départementaux et vous avez un siège national qui est dans le 13e arrondissement et qui a pour mission plutôt de fédérer et de proposer des outils à l'échelle nationale à tous les comités départementaux. La prévention et la promotion des dépistages est une action très importante de la Ligue puisqu'on considère que près de 50% des cancers pourraient être évités. Donc c'est un chiffre important et donc nous on se dit que c'est en plus avec les problèmes que connaît le système de santé en France, la prévention est vraiment un socle, un investissement important pour les années à venir. Et donc on mène beaucoup d'actions en milieu scolaire parce que l'idée c'est de sensibiliser dès le plus jeune âge. Alors même si on est la Ligue contre le cancer, on n'aborde pas forcément la question du cancer avec les enfants. On aborde la question sous forme positive. On est plutôt dans une démarche promotion de la santé avec comment faire pour bien bouger, bien manger, bien dormir, limiter le temps d'écran. Voilà, toutes ces questions-là, se protéger du soleil. On est vraiment dans une démarche plutôt favorable à la santé, faire réfléchir les jeunes aux moyens de rester en bonne santé. Donc ça, c'est beaucoup d'actions en milieu scolaire. Ensuite, on a des actions plutôt auprès des publics vulnérables, parce que l'idée, c'est vraiment la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Donc, on va plutôt au-devant de publics
pour qui la santé n'est pas forcément une priorité parce qu'ils ont d'autres soucis au quotidien. Donc, on va dans les quartiers, on travaille avec les coordinateurs des ateliers santé-ville, avec des associations qui œuvrent dans le champ de la précarité, le SAMU social, Emmaüs, les petits frères des pauvres. Par ces associations, on touche des publics plus fragiles. Et enfin, on intervient aussi beaucoup dans les entreprises et notamment depuis le Covid, on est beaucoup plus sollicité par les entreprises qui maintenant considèrent que prendre soin de ses salariés, c'est quelque chose de positif, quelque chose qu'ils s'autorisent à faire. Avant, c'était considéré plutôt comme du domaine de l'intime. Et maintenant, depuis le Covid, on se rend compte que beaucoup d'entreprises nous sollicitent pour mener des actions sur les différentes thématiques de prévention ou de promotion des dépistages. Concernant les dépistages organisés, il en existe 3 en France actuellement. Il y a le dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans, le dépistage du cancer colorectal pour les hommes et les femmes de 50 à 74 ans et le dépistage du cancer du col de l'utérus pour les femmes de 25 à 65 ans. Pourquoi ces âges-là ? Alors, c'est des questions de santé publique. Les dépistages, c'est essayer de rechercher chez des personnes qui vont bien un cancer ou un début de cancer, et donc pour le prendre de manière précoce avant qu'il y ait des signes. Et en fait, les âges ont été définis en fonction des périodes où il y a le plus de cancers. Par exemple, pour le cancer du sein, on sait que le pic d'incidence est autour de 60 ans. C'est pour ça qu'en fait, la campagne, elle est faite pour les femmes de 50 à 74 ans. Ça veut pas dire qu'avant, il faut pas faire de dépistage. Si on a des antécédents familiaux ou personnels, il faut en parler à son médecin. Le dépistage, il est pour des personnes qui, a priori, vont bien, n'ont pas de symptômes, mais sont sur une tranche d'âge qui commence à être à risque. Et après 74 ans, on ne dit pas qu'il faut arrêter de faire des mammographies, mais en tout cas, on n'entre plus dans ces campagnes-là et votre médecin traitant ou gynécologue peut vous proposer de poursuivre les mammographies s'il le juge utile. Cécile a 50 ans et est en rémission de son 2e cancer du sein. Si ce second cancer a été assez agressif, le premier en revanche, lui, découvert très tôt, a été rapidement et efficacement pris en charge. Du côté de ma maman notamment, il y a eu beaucoup de cancers du sein et très jeune. Donc moi, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille et donc c'est pour ça que j'ai demandé un dépistage plus tôt. Donc à 45 ans, j'ai demandé à faire une mammographie. On me dit mais non madame, vous n'avez pas de blablabla. Et puis ça s'est allumé quoi. Donc le dépistage finalement a été une très très bonne chose. Le fait a été une excellente chose et en effet parce que c'était très précoce et c'était un cancer qui était pas très invasif. Donc j'ai pu en fait être soignée que par de la chirurgie parce que ça le permettait. Et puis on m'a dit très bien, maintenant vous êtes en rémission totale, etc. Donc mon premier cancer a été finalement, moi je l'ai vécu en tout cas comme un peu un petit accident. Je sais pas, mais voilà, enfin une chirurgie certes, des enjeux de reconstruction sur le cancer du sein qui étaient bien là. Mais en fait, il y avait tellement un début, une fin que j'ai traversé ça en fait sereinement, assez sereinement, ou en tout cas peut-être un peu en surcompensant, mais voilà, je pense, pas plus arrêté de travailler que 3 semaines dans l'affaire. Donc ça a été un petit hic. En plus, je venais de prendre un poste qui m'intéressait énormément. Enfin, j'ai complètement été portée par ça. Donc voilà, j'ai sauté par-dessus l'obstacle. Ce qui m'a frappé à l'époque quand j'ai fait quand on a découvert mon premier cancer, donc j'avais 45 ans et j'ai un groupe d'amis, on s'appelle les nanas, référence à Niki Tinval, et on s'appelle les nanas et on a toutes à peu près le même âge. Et tout à coup, il y en a une qui m'a dit, mais tu te rends compte, ça nous fait un choc parce que t'es la première. Je me souviens de cette phrase. T'es la première, comme si on se préparait un peu. Il y a un peu ce retour. Enfin, je pense que je les ai un peu ramenés sur terre sur le fait que oui, ça peut arriver quoi.
T'es la première. Et du coup, rien que ça a fait un peu l'effet de escompté. Donc tout le monde a commencé à se dire non, mais moi aussi je vais prendre rendez-vous. Moi aussi je vais en fait prendre mes dispositions. J'ai des copines qui sont libérales. Voilà, on n'est pas forcément assuré pour tout. On n'est pas sûr quand on est libéral de pouvoir tenir financièrement sur le long terme. J'ai une amie qui est avocate, j'en ai une autre qui est sage-femme. Elles sont à leur compte. Donc tout ça, en fait, ça a posé des tas de questions sur la prévention, à la fois médicale, mais aussi une sorte de prévention, matérielle, en fait. Et à se dire, on est des femmes, on travaille. Si demain ça nous arrive, on fait comment ? Le docteur Alain Fourquet est oncologue à l'Institut Curie de Paris. Le dépistage, actuellement, qui montre une efficacité, c'est le dépistage des cancers du sein, des cancers digestifs, côlon, rectum, et des cancers du col de l'utérus. Alors, quel est l'intérêt du dépistage pour une personne qui participe à un dépistage ? Premièrement, c'est de diagnostiquer la maladie tôt. Plus le cancer est diagnostiqué à un stade de début, ce qu'on appelle un stade précoce, meilleures sont les chances de guérison et la toxicité est moins importante. Pour l'exemple de cancer du sein, un cancer du sein diagnostiqué par une mammographie, en général, on va diagnostiquer la maladie à un stade où il n'est pas palpable. Donc sous forme, le plus souvent, pas toujours, mais de petites calcifications, de petits points blancs sur la mammographie. On fait une biopsie, on fait un diagnostic de cancer qui est en général à un stade extrêmement précoce. Il n'est même pas encore invasif. Et donc les chances de survie, 10 ans après le traitement, c'est quasiment 100%. Et le traitement, ça consiste à retirer la zone, à faire des rayons sur le sein, point final. Donc c'est simple, c'est bien toléré, avec des taux de guérison très élevés. C'est l'exemple caricatural. Dans les cancers de l'utérus, du col de l'utérus, l'intérêt du dépistage, c'est d'une part de diagnostiquer des lésions, entre guillemets, précancéreuses qui vont pouvoir être soignées, et donc ça va empêcher l'évolution vers un cancer de l'utérus. Ça va être de rechercher la présence de ce qu'on appelle le papillomavirus, qui est un virus qui est associé maintenant dans quasiment tous les cas de cancer du col de l'utérus à l'évolution vers un cancer de l'utérus plus tard. Le fait qu'on va retrouver ce virus au niveau du col de l'utérus, ça va permettre un suivi étroit. Ça peut aussi conduire à faire une petite chirurgie préventive, mais en tout cas, ça permet d'éviter l'évolution vers des cancers graves qui mettent en jeu la vie des personnes concernées. Pareil pour les cancers du côlon ou du rectum, le fait de diagnostiquer très précocement via le dépistage, ça permet de diagnostiquer tôt la maladie avec des chances de guérison nettement plus élevées et avec des traitements beaucoup moins lourds. On va faire des chirurgies, mais ça va pas être des chirurgies très étendues. Donc le dépistage, ça sert d'abord à ça, à faire un diagnostic précoce, et plus la maladie est diagnostiquée tôt, meilleur est son pronostic, plus élevées sont les chances de guérison et des guérisons définitives. Alors pour illustrer cette importance du dépistage précoce, je vais raconter l'histoire d'une patiente que j'ai soignée et il y a maintenant 8 ou 9 ans, que je vois régulièrement et qui avait au départ eu un cancer du sein diagnostiqué à l'occasion d'un dépistage effectué dans ce qu'on appelle la campagne de dépistage systématique, c'est-à-dire entre 50 et 74 ans, où les femmes en France reçoivent une invitation à faire des mammographies. Et c'est tous les 2 ans. Donc, elle avait fait sa mammographie. La mammographie avait permis de détecter l'apparition d'un petit foyer de microcalcification qui n'existait pas sur la mammographie faite il y a 2 ans. Elle a une biopsie, elle a été opérée, c'était ce qu'on appelait un carcinome canalaire in situ, c'est-à-dire non infiltrant. Elle a été traitée de façon très classique avec une chirurgie qui a retiré la lésion, donc qui a préservé son sein, un traitement par irradiation de l'ensemble du sein, et donc 8 ans après, elle va très bien, elle n'a aucun problème, et elle a quasiment pas de séquelles des différents traitements reçus. Et donc à chaque fois, je la vois chaque année, c'est « Ah, qu'est-ce que j'ai bien fait de faire les dépistages ?» Vous vous rendez compte, si je l'avais pas fait, j'aurais eu une maladie plus avancée, ça aurait été beaucoup plus grave. Donc ça illustre bien l'intérêt de ce dépistage dans le diagnostic précoce
et les taux de guérison élevés. On l'a bien compris ici, un dépistage précoce est une réelle arme dans la lutte contre le cancer. Mais ce dépistage, finalement, en quoi consiste-t-il concrètement ? Charlotte Kansky, responsable de la prévention au comité de Paris de la Ligue contre le cancer. Alors, les dépistages organisés, donc c'est des dépistages qui sont organisés, comme son nom l'indique, par les pouvoirs publics. C'est l'assurance maladie qui va vous envoyer une invitation pour réaliser un dépistage qui va être gratuit, pris en charge donc intégralement par l'assurance maladie. Ce sont des campagnes de masse. L'idée, c'est que tout le monde qui participe. Par exemple, pour le cancer colorectal, on va regarder s'il y a des polypes. Et un polype, c'est pas forcément un cancer. Il y a différents types de polypes. Et donc, on va regarder si vous avez des polypes. Si vous avez des polypes qui saignent, on va vous proposer de faire une coloscopie. Et la coloscopie va être à la fois un examen de prévention et un examen de dépistage et même de soins, puisqu'en fait, on va couper les polypes avant qu'ils ne se transforment en cancer, où on va les ôter quand ils sont à des stades localisés. Et puis, on va les analyser pour voir ensuite s'il faut continuer les traitements. Pour le dépistage du cancer du sein, c'est une mammographie que vous pourrez faire dans un cabinet de radiologie agréé. Et la particularité, donc, c'est que non seulement c'est gratuit, c'est sûr, puisqu'en fait, les machines, elles sont contrôlées tous les 6 mois. Et pour avoir l'agrément, quand on a un cabinet de radiologie, il faut apporter la preuve que les machines ont été contrôlées tous les 6 mois. Donc, il y a une question de sécurité. Et puis, l'intérêt du dépistage organisé concernant le cancer du sein, c'est qu'il y a une deuxième lecture qui est faite non pas par un radiologue du centre de radiologie, mais par un radiologue qui est spécialisé dans le dépistage du cancer du sein, qui lit un nombre très important chaque année de mammographies, et donc qui a un regard particulièrement aiguisé pour détecter des cancers. Pour le cancer du col de l'utérus, entre 25 et 30 ans, vous allez faire un frottis, mais c'est un examen cytologique, on va analyser les cellules, et à partir de 30 ans, c'est une recherche de papillomavirus qui a lieu tous les 5 ans, ensuite à partir de 30 ans, puisqu'on sait que le facteur de risque du cancer du col de l'utérus, c'est le papillomavirus. Donc on va rechercher le papillomavirus qui est persistant. Dans 80 à 90% des cas, l'organisme va l'évacuer naturellement, spontanément. On va même pas se rendre compte qu'on a été contaminé par le papillomavirus, mais dans 10% des cas, il reste persistant chez des hommes ou des femmes, et donc c'est ça qu'on va rechercher. Sauf qu'on peut le rechercher que chez la femme, avec le frottis. Chez les hommes, on n'a pas les moyens pour l'instant d'aller faire des recherches de papillomavirus. C'est pour ça que c'est d'autant plus important que la vaccination contre le papillomavirus qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années soit proposée à la fois aux jeunes garçons et aux jeunes filles, puisque on sait maintenant que sur les cancers papillomas induits, il y a des cancers qui touchent aussi les garçons. Ils sont à la fois vecteurs de transmission, mais ils peuvent aussi être touchés par certains cancers liés au papillomavirus, et pour eux, il n'y a pas de test de dépistage. Et je précise aussi que la vaccination a été élargie jusqu'à 26 ans maintenant pour les garçons et les filles depuis décembre, et est effectivement remboursée depuis décembre. Donc, j'encourage tous les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans à se faire vacciner contre le papillomavirus. Pour que le vaccin soit le plus efficace possible, il faut le faire en fait avant les premiers rapports. On a prolongé jusqu'à 26 ans, mais c'est vrai que c'est plus efficace si c'est fait plus tôt et avant d'avoir été contaminé par le papillomavirus. En plus, il y a 200 sortes de papillomavirus au total. Là, le vaccin permet d'éviter, en tout cas de protéger contre 9 souches de papillomavirus les plus oncogènes. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est touché par un papillomavirus au départ qu'on est touché par tous. Donc le fait d'avoir prolongé jusqu'à 26 ans, après 26 ans, si on a été, il y a plus de chances d'avoir été contaminé à un moment dans sa vie affective et sexuelle.
Cyril travaille en biosciences. Il a découvert à 50 ans être atteint d'un cancer du rectum. En fait, donc effectivement, quelques mois après l'anniversaire de mes 50 ans, j'ai du sang dans les selles, donc je vais voir mon médecin et on décide que je vais aller à la coloscopie, puisque pour participer au dépistage organisé, c'est entre 50 et 74 ans pour hommes et femmes, mais sans symptômes. Or là, du sang dans les selles, c'est un symptôme. Donc, je vais faire une coloscopie qui s'avérera être donc positif pour un cancer du rectum. Alors là, je suis tombé complètement dénu, puisque d'abord, je pensais pas avoir un cancer dès 50 ans. Cancer du rectum, j'en avais pas plus entendu parler que ça. Les campagnes de sensibilisation, donc Mars bleu comme Octobre rose pour le sein, j'en avais quasiment jamais entendu parler, je n'avais jamais rien vu dessus. Et du coup, j'ai tout appris au fur et à mesure, et surtout comment allait se passer mon traitement, puisque la coloscopie a été faite en ville, et là on m'a dit il faut trouver un chirurgien, il faut trouver un oncologue, et là on se retrouve un peu démuni. Le seul avantage d'être dans la biosanté et sur Montpellier, c'est que j'ai des collègues qui travaillent en cancéro, et du coup ça a été relativement facile de trouver un oncologue. Mais par contre là c'était une grosse surprise. Le traitement radiothérapie, je savais pas du tout comment ça marchait. La chimiothérapie en version orale, donc au début pareil, c'est quelque chose que je découvrais. Après il y a eu l'opération. Pendant l'opération, il y a eu une pause de stomie. La stomie, c'est un abouchement de l'intestin au niveau du ventre pour évacuer les selles, histoire de protéger la cicatrisation anostomose au niveau de ce qui me restait d'intestin et ce qui me restait de rectum. Et après, chimiothérapie adjuvante, mais cette fois-ci par intraveineuse. Et tout ça, c'est des choses que je découvrais et ça n'a pas été facile parce que les informations, finalement, on a beau travailler dedans et penser qu'on est au courant, on est au courant de rien. Et à ce moment-là, pendant tout ce traitement, tout ce trajet, ce voyage, comme certains disent, il n'y avait aucune association, puisque France Colomb, qui était la seule association française de patients sur cette pathologie-là, venait de mettre la clé sous la porte. Donc en fait, je me suis débrouillé tout seul pour trouver des informations et pour m'aider sur le traitement et sur après le post-traitement et la qualité de vie essentiellement. Alors le problème de ce cancer, c'est qu'il est essentiellement asymptomatique. Effectivement, c'est sang dans les selles, ça y a pas photo. C'est sans raison particulière, une alternance entre diarrhée et constipation, fatigue importante qui s'installe, des douleurs abdominales évidemment, un amaigrissement assez rapide. Et puis après il y a d'autres symptômes comme modification de la formule sanguine, douleurs lombaires, etc. Mais par contre, là où il faut être très vigilant, c'est que s'il y a une histoire personnelle, donc de syndrome de Lynch par exemple avant, ou s'il y a une histoire familiale, donc des personnes qui ont déjà eu un cancer colorectal au niveau de premier niveau familial, donc père, mère, frères et sœurs et enfants, là c'est plus le dépistage avec le kit, mais c'est directement en coloscopie, et du coup faut en parler avec son médecin généraliste très rapidement et pas attendre les 50 ans. Alors ce dépistage, c'est comme toutes les campagnes organisées, hein. Il y a 3 cancers qui sont dépistés et organisés en France: le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et le cancer colorectal. Ces campagnes ont une balance socio-médico-économique qui font que il faut que ça démarre à un âge, il faut que ça s'arrête à un âge. Et vu la médiane du cancer colorectal qui était dans les plus de 70 ans, on s'était dit que prendre entre 50 et 74 ans, ça allait. Effectivement, mais de plus en plus aujourd'hui, on constate qu'il y a les cancers colorectaux sont chez les plus jeunes, les moins de 50 ans, et c'est assez dramatique parce que du coup, quand ils vont consulter pour des symptômes, on ne pense pas que ça peut être un cancer, on dit mais non, t'es beaucoup trop jeune, ça peut pas être ça. Et du coup, quand on va vraiment leur diagnostiquer un cancer, il sera hyper avancé, il sera métastatique pour la plupart des cas, et du coup c'est gravissime parce qu'il aura été pris très tard. Il y a des traitements hyper lourds. Qui dit traitement hyper lourd dit incapacité de travailler, donc il y a une vraie incidence sur l'économie
Et du coup, nous, c'est ce qu'on a voulu faire. On l'a fait l'an dernier. On a réussi avec l'association et des associations européennes partenaires à aller faire éclairer l'Assemblée nationale à Paris en bleu pour le démarrage de la campagne Mars Bleu, donc de sensibilisation. Mais et le but, ça serait de baisser l'âge, comme font certains pays, le Canada, les États-Unis, l'Australie, le début du dépistage à 45 ans. Ils disent qu'au Canada, le cancer colorectal est la première cause de mortalité par cancer chez les 20-35 ans. Le pire, c'est sur effectivement la mortalité, mais sur la qualité de vie ultra dégradée qu'on a avec un cancer colorectal pris trop tard. En France, le taux de participation au dépistage est autour de 44% pour le cancer du sein et 34% pour le cancer colorectal, là où des pays nordiques, par exemple, dépassent souvent les 80%. Mais comment expliquer ce décalage ? Charlotte Kansky, référente de la prévention au sein de la Ligue contre le cancer, nous apporte ici un éclairage sur les freins rencontrés en France. Un des principaux freins, c'est qu'en fait, curieusement, on va faire le dépistage quand on n'a pas de symptômes, on n'a rien en fait. Donc la plupart des gens se disent si je sens rien, si j'ai pas de symptômes, j'ai pas de raison d'aller faire un dépistage. La culture de la prévention et des dépistages est pas très ancrée chez les Français. On repousse et on ne fait pas forcément son dépistage. Ça, c'est un premier frein. Après, il y a la peur aussi. On a peur d'avoir un cancer. Puis, si on va faire le dépistage, on va forcément nous trouver quelque chose. Il y a un peu des superstitions ou des craintes de cet ordre-là. Il y a le temps aussi qui fait que on a toujours beaucoup de choses à faire et on ne trouve pas toujours le temps. D'autant que on parle aussi d'inégalité territoriale. Pour certains dépistages en France, notamment si vous voulez faire une mammographie sur certains territoires, les temps d'attente sont très longs. Et notamment dans le cas du dépistage organisé, parfois, on a plus facilement une place pour un dépistage individuel qui est prescrit par le médecin. Il y a un peu une confusion aussi sur le fait que comme le dépistage organisé est gratuit, il est perçu parfois comme un dépistage low cost, de moins bonne qualité. Et donc, des gens qui ont des mutuelles, qui prennent en charge le dépassement d'honoraires, vont plutôt aller vers du dépistage individuel, même s'ils n'ont pas d'antécédents familiaux, personnels, etc. Donc, le dépistage organisé est plutôt mal perçu par certaines couches de la société, surtout que on va les orienter vers des cabinets, etc., qui sont peut-être perçus comme plus performants, alors qu'ils font aussi le dépistage organisé. Mais en tout cas, cette double, le fait qu'il y ait à la fois un dépistage individuel et un dépistage organisé, ça trouble un peu les messages et ça favorise pas du tout le dépistage organisé. Donc, il y a un problème un peu d'organisation, d'orientation, et de compréhension de l'importance du dépistage organisé qui est un dépistage de très bonne qualité, contrairement à la manière dont il est parfois perçu. Suite à son parcours de soins, Cyril a décidé de devenir patient partenaire et de s'engager particulièrement en faveur du dépistage. Il est aujourd'hui membre et co-responsable de mon réseau cancer colorectal, une initiative de l'association Patients en réseau. Donc moi, me renseignant pour moi-même sur tout ça, on m'a dit mais Cyril, tu peux pas rester comme ça, faut que tu montes une association, faut qu'on en parle, il y a rien. Et du coup, j'avais entendu parler de Patients en réseau, qui est fort déjà des 3 initiatives qu'ils avaient, mon réseau cancer du sein, mon réseau cancer du poumon, mon réseau cancer gynéco. Donc je les ai rejoints à ce moment-là. Ouverture officielle en mars 2021 et en juin 2021, j'en ai pris la codirection de mon réseau cancer colorectal jusqu'à avril dernier. Et là, on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose justement pour le dépistage, qui est gratuit, 100% pris en charge par la sécurité sociale, qui est à faire chez soi, qui est simple et qui est indolore. Les chiffres se cassent la figure en plus. On a l'impression qu'on en parle de plus en plus, mais les chiffres se cassent la figure. Moins de 30% des personnes éligibles en France font le test. Alors que c'est un cancer
hyper fréquent, puisque c'est le 2e cancer le plus fréquent chez la femme, après le cancer du sein, et c'est le 3e cancer le plus fréquent chez l'homme, après la prostate et le poumon. Et c'est un cancer qui fait, en France, aujourd'hui, en 2025, un décès toutes les 30 minutes. Initialement, seuls les médecins généralistes, les gastro-entérologues, les gynécologues pouvaient donner le kit. Et on avait fait une enquête au début de mon réseau cancer colorectal, le pourquoi de la non-adhésion à ce dépistage. Et en fait, beaucoup disaient que c'était assez compliqué pour récupérer le kit. Et du coup, on l'avait fait remonter. Pas que nous, mais beaucoup de gens ont fait remonter. Et depuis 2022, on peut donc se procurer le kit en pharmacie et aussi sur Internet, à partir du moment où on reçoit la lettre d'invitation. Ça a été encore plus facilité que ça l'était déjà un petit peu avant. Le dépistage, c'est la clé. Pris à temps, ce cancer, il est guérissable 9 fois sur 10. 9 fois sur 10, ça veut dire avec des traitements pas trop lourds. Et surtout, si jamais ce dépistage se révèle positif, ce qui arrive dans environ 4-5% des cas, on va faire une coloscopie. Quand on fait la coloscopie, on risque de trouver des polypes. Si on trouve des polypes qui ne sont pas forcément cancéreux, d'ailleurs la plupart ne le sont pas, on enlève ces polypes. Or, un polype, pour qu'il pousse et qu'il devienne potentiellement cancéreux, ça prend entre 5 et 10 ans. C'est-à-dire que si vous refaites une coloscopie tous les 3 ans, à chaque fois, c'est comme la pelouse dans le jardin. Vous retournez, vous repartez à zéro. Et seul, pareil, je crois que c'est 3-4% des personnes qui vont à la coloscopie après donc un test positif auront un diagnostic de cancer. Du coup, en fait, c'est vraiment de la prévention, cette coloscopie, enfin ce test, cette coloscopie et du coup la remise à zéro de tout polype. Donc j'insiste lourdement sur le fait qu'il faille se faire dépister à partir du moment où vous êtes éligible, à partir du moment où vous avez des symptômes. Il est dit que si on est à moins de 30% de personnes éligibles qui se font dépister, or d'après les études, si on montait ne serait-ce qu'à 40%, on sauverait plus de 3000 vies par an. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à faire. Il y a la prévention. Avant le dépistage, il y a la prévention. Et en fait, si on faisait attention à tout ça, donc les perturbateurs endocriniens, la pollution, et en fait, ça améliorerait énormément cette qualité de vie et ce risque de maladie. Parce que franchement, là, pendant des années, on s'est dit le dépistage, le cancer colorectal, c'est parce que on boit trop, on fume trop et on mange trop de viande rouge. Le gamin, parce que pour moi c'est un gamin qui a 20 ans, il n'a pas encore trop bu, il n'a pas encore trop fumé, il n'a pas encore trop mangé de viande rouge. Et du coup, si jamais c'était ça, j'aimerais bien savoir pourquoi des pays comme l'Argentine, où ils mangent de la viande rouge au barbecue matin, midi et soir, le taux de cancer colorectal est moindre qu'en Europe. Donc en fait, je pense qu'il faut se dépister et je pense qu'il y aura de plus en plus de dépistage. Et moi, en tant que scientifique et bossant dans un institut de génétique, je serais même pour, parce que maintenant ça coûte quasiment pour rien, d'avoir un screening génétique complet très tôt dans sa vie. Pas forcément après à raconter tout, mais qu'au moins dans le dossier médical, il y ait quelque chose et qu'il y ait une observance qui soit un peu plus forte dans les cas à risque. Comme mentionné précédemment, le dépistage, aussi essentiel soit-il, n'est pas le seul facteur dans la lutte contre le cancer. En effet, en complément, la prévention est aussi centrale. Réduire les risques en amont, comprendre ce qui dans nos modes de vie et dans notre environnement peut influencer l'apparition de la maladie. L'idée, c'est qu'on a identifié, de manière scientifique, un certain nombre de facteurs de risque des cancers. Donc on sait que, par exemple, le tabac est responsable de 75 000 morts chaque année en France. C'est un facteur de risque de cancer. L'alcool, on sait aussi que c'est un facteur de risque. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que 17% des cancers du sein sont liés à l'alcool. L'activité physique, ou plutôt le manque d'activité physique, une alimentation qui n'est pas équilibrée. Il y a un certain nombre, de recommandations au niveau de l'alimentation. Donc, la prévention, c'est s'appuyer sur des données scientifiques qui permettent d'identifier des facteurs de risque et
Notre travail, c'est à la fois de communiquer sur ces facteurs de risque, de donner des informations pour que le public soit mieux éclairé et fasse des choix, donc éclairé pour sa santé. L'idée, c'est pas de dire qu'il faut que tout le monde fasse la même chose. On sait qu'on part pas tous du même point de départ, et donc il faut adapter son discours. D'où l'importance, en fait, de mener aussi des actions de terrain et pas uniquement des campagnes de communication qui sont grand public, même s'il y en a certaines qui sont ciblées en direction de publics plus spécifiques. Mais après, ce qui est important, c'est vraiment d'aller sur le terrain, d'échanger avec les personnes, de faire en sorte aussi que un maximum de professionnels de santé intègrent la prévention dans leur pratique professionnelle. Et c'est pour ça, par exemple, qu'à la Ligue, nous accueillons des étudiants en service sanitaire. Le service sanitaire, c'est dans le cursus des futurs professionnels de santé, des stages obligatoires dans le domaine de la prévention. Donc, depuis 2018, à la Ligue, nous, on accueille des étudiants, on les amène dans les écoles, on les amène dans les associations, on les amène dans les entreprises, on les amène sur les lieux grand public, après les avoir formés sur ces thématiques. Donc, ils ont une séance d'information avec nous sur le dépistage cancer du sein, dépistage cancer colorectal. On leur explique, par exemple, de manière très pratico-pratique, le kit immunologique, parce qu'en fait, la prévention, c'est aussi vraiment s'adapter aux personnes. Il y a des personnes, vous allez leur remettre le kit, elles vont tout de suite savoir comment l'utiliser, il y a un mode d'emploi, etc. Puis il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué de renseigner les fiches administratives, de savoir comment on utilise le kit. Il faut prendre le temps d'expliquer, de faire de la pédagogie, parce qu'en fait, c'est pas accessible de la même manière à tout le monde. Donc nous, on travaille avec les étudiants justement à l'adaptation du discours en fonction des différents publics. Et donc, c'est pour ça qu'ils viennent avec nous en classe auprès des tout-petits, parce que parler du tabac à des sixièmes, c'est pas la même chose que d'en parler à des terminales, à des lycéens ou en entreprise. Donc, on les amène à comprendre, en fait, qu'il faut adapter son discours et surtout être à l'écoute des personnes, parce que la base, c'est pas d'avoir une information descendante la même pour tous, mais partir des besoins des personnes, de là où ils en sont dans leur vie. C'est pas la peine de parler d'activité physique à quelqu'un qui fait déjà 2 heures d'activité physique par jour. Donc voilà. Par contre, si cette personne est sceptique concernant les vaccins, on peut discuter avec eux, expliquer à partir de faits scientifiques pourquoi c'est important de se faire vacciner. Les réussites dans d'autres pays, etc. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire à la fois de la pédagogie et d'être dans une posture où on va accompagner les personnes, on va réfléchir avec elles aux moyens de rester en bonne santé. La prévention est ainsi un des nerfs de la guerre, avec pour axe majeur de ne pas faire culpabiliser les personnes atteintes de cancer. Cette non-culpabilisation est une facette très importante dans le travail du professeur Desgrands-Champs, urologue à l'université Paris-Cité et chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis. Il accompagne notamment au quotidien des patients atteints du cancer de la prostate. Il faut surtout faire attention de ne pas culpabiliser les hommes. C'est-à-dire que avoir un cancer, c'est la faute à pas de chance, point final. Il y a des facteurs qui sont un peu favorisants, qui augmentent un peu le risque, des facteurs qui diminuent un peu le risque, mais globalement, c'est vraiment la faute à pas de chance. C'est que c'est même invraisemblable qu'il y ait si peu de cancers par rapport au risque d'attraper un cancer, ou qui sont des anomalies lors de la multiplication des cellules, où tout d'un coup une cellule se multiplie et devient anormale, et que deuxièmement, en même temps, le système immunitaire ne reconnaît pas cette cellule comme anormale. En fait, on détruit des milliers de cellules cancéreuses par jour avec notre système immunitaire, et de temps en temps, la mutation, qui est le fait que l'accident de mutation lors d'une division de cellules, tombe sur des gènes qui permettent une surexpression de gènes d'invisibilité globalement. Et donc la cellule, à la fois, elle est anormale parce qu'elle devient immortelle, et deuxièmement, elle est cachée au système immunitaire qui n'arrive pas à la voir. C'est une mauvaise coïncidence, à la fois d'une cellule anormale et que la mutation tombe sur un gène qui permet qu'elle soit masquée à nos systèmes immunitaires qui sinon la détruiraient. La preuve, c'est quoi? C'est que les nouveaux traitements des cancers s'appellent les immunothérapies. C'est de donner aux patients des substances qui vont masquer le système de masquage. C'est-à-dire que la cellule tumorale, elle est masquée au système immunitaire
grâce à des petites protéines sur sa surface. Et l'immunothérapie va venir couvrir ces petites protéines, et donc le système immunitaire, tout d'un coup, va ouvrir les yeux, trouver la cellule et la détruire. Voilà. Donc c'est ça le mécanisme général des cancers. Donc c'est pas une sanction divine, c'est simplement pas de chance à un moment donné que la cellule ait eu une mutation au moment de sa division sur un gène qui la rend à la fois immortelle et invisible. Alors, il y a des prédispositions génétiques, bien évidemment, on a entendu Angelina Jolie, etc., qui sont des formes très particulières de cancer de la prostate, mais qui résument peut-être moins de 10% des cancers. Et en matière de cancer de la prostate, il y a également des facteurs génétiques, mais qui sont pas fréquemment trouvés. Il y a aussi des facteurs environnementaux. On pense au chlordécone aux Antilles, qui est un défoliant qui est utilisé longuement dans les bananeraies et qui a un effet hormonal qui augmente le risque de cancer, qui a été reconnu comme maladie professionnelle. Mais ce sont un peu des exceptions. En règle très générale, en fait, le cancer de la prostate, c'est la faute à pas de chance. Alors, parmi tous les cancers de l'homme, c'est certainement dans le cancer de la prostate où le rôle de l'alimentation a été le plus démontré depuis des années. Et donc, on peut résumer les choses de façon assez simple par deux assertions qui sont manger moins et manger mieux. Voilà. Manger moins, c'est parce que plus vous avez un apport calorique important, plus de façon très simple, le cancer peut se nourrir et se développer. C'est sans doute un peu trivial, mais surtout manger mieux qui est important, et ça a été démontré plein de fois avec des choses qu'il vaut mieux réduire et des choses qu'il vaut mieux augmenter, en faisant attention que l'alimentation, c'est une question d'équilibre. Il faut faire attention quand on commence à énoncer des éléments de prévention des cancers, notamment de la prostate par l'alimentation, pour pas être dogmatique. C'est pas tout ou rien, et c'est Paracels depuis le XVe siècle qui l'a dit, c'est la dose qui fait le poison. Donc en fait, ce que l'on va dire, il faut l'entendre avec un filtre. Quand on dit que une certaine substance risque d'augmenter le cancer de la prostate, il ne s'agit pas de la supprimer, il s'agit de pas faire d'excès. Et à l'inverse, si on demande si on parle d'une substance qui prévient le risque de cancer de la prostate, il faut compenser les défauts d'apport, il ne faut pas se nourrir que de ça. Globalement, et en matière de nutrition et de cancer, faut analyser ce qu'on mange et faire attention à ce qu'on mange de trop, surtout vis-à-vis des graisses saturées animales et des produits laitiers. La deuxième façon de faire attention à sa prostate, c'est d'analyser ce qu'on mange éventuellement pas assez qui pourrait être protecteur. Et donc, c'est d'abord les poissons gras. Donc, le plus simple, c'est le saumon. Mais il y a aussi le hareng, la sardine. Il y a d'autres poissons qui apportent ces fameux acides gras polyinsaturés. D'autre part, il y a des stars. Et les stars en matière de prévention de cancer de la prostate, il y en a surtout une, et on va voir la deuxième après. Surtout une, c'est la tomate. Alors, l'histoire de la tomate, elle est rigolote. La tomate, c'est un fruit donc à chair et à robe rouge. Et le rouge de la tomate, c'est du lycopène. C'est un antioxydant assez puissant. Et l'histoire de la découverte de l'effet préventif du lycopène est assez drôle puisque c'est Giovannucci, dans les années 80, qui avait fait une étude à New York sur ce que mangeaient les gens en fonction de avoir ou pas un cancer de la prostate. Et il s'est rendu compte que plus on mangeait de pizza, moins on avait de cancer de la prostate. Alors, c'est un peu contre-intuitif parce que dans la pizza, il y a du fromage, et on a dit que le fromage, fallait faire attention. Mais la mozzarella qu'on rajoute, en fait, est totalement contrebalancée par le concentré de tomate qui apporte d'énormes doses de lycopène. Et donc, à partir de là, il y a des études régulières et encore récentes sur l'intérêt de la tomate dans la prévention du cancer de la prostate. La tomate, c'est avant tout de l'eau, c'est à 99% d'eau, donc il faut la faire cuire pour qu'elle s'évapore et ajouter un peu d'huile d'olive pour que le lycopène soit mieux absorbé. Donc l'idéal, c'est la sauce tomate. Voilà. Alors il y a des suppléments alimentaires qui peuvent être faits par les pharmaciens, mais c'est plus drôle de manger soit de la sauce tomate, soit pour les seniors de manger du ketchup, parce qu'en famille, les grands-parents ont alors beaucoup de succès auprès de leurs petits-enfants si papy mange aussi du ketchup. Maintenant qu'on sait que prévenir vaut mieux que guérir, comment faire parvenir ces messages de prévention jusqu'aux populations concernées? Cette problématique est au cœur des actions de la Ligue contre le cancer.
On a des supports qui sont conçus par la Ligue nationale, donc des campagnes de communication. Quand on regarde au fil du temps, alors très tôt, la Ligue, même dans les années 50, faisait déjà des campagnes de prévention. Donc on a retrouvé des vieilles affiches de prévention du tabagisme. On s'aperçoit qu'il y a une évolution au fil du temps parce qu'il y avait des campagnes qui étaient parfois très culpabilisantes. J'ai en tête une campagne avec une femme enceinte qui est dans un nuage de fumée et avec le slogan « Avez-vous pensé à lui ?» C'est sûr que c'est le genre de campagne qu'on ne proposerait plus actuellement. On est plus dans une démarche positive maintenant avec... alors on est très proactif, nous, pour le mois sans tabac, avec cette démarche de on est ensemble et on accompagne les fumeurs vers l'arrêt du tabac. On n'est pas du tout dans une démarche de culpabilisation parce qu'on sait que ça ne marche pas. On n'est pas dans une démarche où on fait peur aux personnes parce qu'on sait que pour certaines personnes, peut-être que ça a un impact, mais souvent c'est sur du court terme. On est vraiment dans une démarche où on essaie d'avoir un message positif et de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour aller vers une approche qui va être plus positive pour sa santé. On a différents types de campagnes. Alors, l'intérêt d'une association comme la Ligue, c'est qu'on a une liberté de ton qui est plus importante que les pouvoirs publics. Et donc, on peut se permettre parfois d'être un peu décalé. On a eu la campagne Va chier sur le dépistage du cancer colorectal. Alors, peut-être qu'elle n'est pas adaptée à tous et elle est peut-être pas pertinente partout. Néanmoins, elle a permis de parler plus du dépistage du cancer colorectal parce que les médias se sont plutôt emparés de cette campagne qui était sur un ton provocateur et ont plus parlé du dépistage cancer colorectal. Donc, dans ce sens, on peut dire que c'est une campagne quand même qui a eu un impact. Après, sur le terrain, pour ma part, je l'utilise pas partout et je l'utilise assez peu en direction de certains publics parce que c'est le message me semble pas être le plus adapté. En revanche, il y a d'autres campagnes qui sont plus sur un ton humoristique. On a la campagne On n'est pas des saucisses avec des petits personnages en pâte à modeler façon c'est gros mythe et puis un ton beaucoup plus humoristique pour dire que il faut pas rester au soleil trop longtemps avec les risques liés aux UV. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir des campagnes impactantes, de parler de ces thématiques de prévention. Et puis après, nous, comités départementaux, on va aller sur le terrain pour aller au contact des personnes. Donc, par exemple, nous, à Paris, on est à Paris-Plage pendant tout l'été pour aborder des différentes thématiques et proposer des ateliers participatifs autour des différentes thématiques, que ce soit des quiz ou des brochettes de fruits pour faire comprendre aux enfants ce que signifient 5 fruits et légumes par jour et leur faire découvrir peut-être des fruits qu'ils n'ont pas l'habitude de manger ou de se rendre compte que finalement croquer dans une pomme c'est quelque chose de simple et qui est très bien pour le goûter et qu'ils le font pas parce que par facilité parfois on a tendance à acheter des produits ultra transformés qui sont pas bons pour la santé. Donc l'idée c'est aussi de faire expérimenter des choses, de sensibiliser et puis d'adapter son discours et de rencontrer les personnes et d'échanger sur ce qu'on peut faire en partant de là où on en est. En direction des jeunes, on a développé des outils qui sont plutôt ludiques, interactifs, en utilisant leur code. Et donc, c'est pour ça que depuis 2018, on a créé des escape games, un escape game sur le tabac et un escape game sur l'alcool. Donc, on a 2 versions. On a une version en salle, donc qui est immersif, mais pour lesquels on peut jouer comme dans n'importe quel escape game à 4 à 6 joueurs. Et on l'a décliné aussi en format jeu de cartes, puisque c'était pour répondre à une demande notamment des établissements scolaires qui voulaient proposer l'escape game à des classes entières. Si un établissement veut accueillir la Ligue pour l'animation d'un escape game, il faut s'adresser à son comité départemental de la Ligue. Et le comité départemental soit va venir faire des interventions en classe
dans les classes, soit peut mettre à disposition l'escape game et proposer des temps de formation également si des infirmières ou des structures d'aide au sevrage tabagique ou des XAPA veulent mettre en place les escape games. On peut aussi former les professionnels à l'utilisation du jeu. Charlotte nous en a déjà parlé. Le tabac est un facteur de risque important chez les cancers. Pascal Bataille a découvert être atteint d'un cancer du poumon en 2024. Là, clairement, l'avis en tout cas des médecins, des spécialistes, sachant qu'ils sont pas sûrs à 100% parce qu'il y a aucun moyen de le prouver totalement, c'est que c'est un cancer du fumeur, parce que j'ai été fumeur. Pendant, en cumulé, une petite vingtaine d'années, au moment où mon cancer a été diagnostiqué, ça faisait 24 ans que je fumais plus. J'ai été un gros fumeur, une fois pendant 10 ans, une fois pendant 8-9 ans, avec une pause de 9 ans entre les deux. Mais bon, apparemment, ça a suffi quand même. Je ne veux pas du tout dire que tout fumeur va avoir un cancer du poumon. Heureusement, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui ont jamais fait leur vie qui en font aussi. Donc, je toussais depuis décembre 2023 et on est arrivé à l'été 2024 où là, je toussais quand même de plus en plus et la pneumologue a décidé de me faire faire un scanner, chose qui a été faite en septembre et qui a permis de diagnostiquer. Donc j'ai mis assez longtemps, longtemps, tout est relatif, mais 9 mois quand même entre le moment où j'ai commencé à avoir des symptômes et le moment où on m'a dit « Monsieur, vous avez un cancer du poumon ». Donc ça peut paraître long, ça peut paraître court, mais bon, j'avais pas d'autres, beaucoup de fatigue en fait, mais comme je suis un peu un hyperactif, il pouvait y avoir d'autres raisons. Et sinon, voilà, je faisais, je faisais du sport, je me sentais pas spécialement gêné. Donc c'est le côté aussi un peu insidieux et terrible de ces maladies-là, c'est que souvent elles sont très silencieuses et qu'elles se cachent bien. Alors justement, aujourd'hui, tu en parles. Tu en parles même à tes amis. Tu as des amis fumeurs auxquels tu dis attention, allez vous faire dépister. Alors oui, j'ai failli t'interrompre, ce qui aurait d'ailleurs été totalement stupide parce que j'aurais pas eu la fin de ta question. Donc en te disant non, je ne suis pas devenu le mec qui dit à ses amis arrête de fumer, tu vas avoir un cancer du poumon. Mais c'est pas la question. La question c'est est-ce que je les incite à aller se faire dépister? Là oui, effectivement, parce que c'est pas parce que tu vas te faire dépister que tu vas être malade. Et à l'inverse, je dis ça parce que j'ai combien d'amis qui me disent oui, mais dès que tu commences à chercher, ils te trouvent des trucs. Bah oui, mais s'ils trouvent des trucs, c'est qu'il y a des trucs à trouver. Et comme on sait souvent les soigner, ces trucs-là, si on les prend, surtout si on les prend à temps et tôt, oui, allez, prends tes coronesses à deux mains et puis tu y vas. Charlotte Kansky de la Ligue contre le cancer. Le dépistage, c'est vraiment pour les personnes qui vont bien. Donc, il faut pas hésiter. On ne devrait même pas se poser la question d'aller faire son dépistage. C'est comme le contrôle technique pour les voitures. En fait, on devrait aller faire son contrôle, son dépistage de manière automatique sans se poser vraiment la question parce que dans tous les cas, il y a très peu de chances en fait que le dépistage soit positif. Et quand il est positif, souvent, c'est pris très tôt et ça va permettre justement d'avoir des traitements moins lourds et d'intervenir et d'avoir plus de chances de survie. Donc vraiment, il faut pas se poser la question du dépistage. Il faut y aller en fait. Il faut aller et même si on n'a aucun symptôme, au contraire, c'est vraiment fait pour les personnes qui n'ont pas de symptômes. Après, il y a le côté un peu, on a peur que ça fasse mal. Parfois, la mammographie. Alors c'est vrai que suivant les personnes, on a les seins plus ou moins douloureux, donc c'est vrai que c'est pas à négliger. Et puis ça va dépendre aussi du manipulateur radio, mais c'est pas non plus forcément très très douloureux.
parce que c'est quand même, on enlève sa petite culotte. Enfin voilà, c'est pour certaines femmes c'est très compliqué, et puis dans certaines cultures aussi. Et puis si vous avez un gynécologue qui est homme, enfin vous voyez, il y a toutes ces questions-là aussi qui font que ça crée un certain nombre de freins. Et puis après, il y a aussi des personnes qui se disent maintenant je suis plus en âge de procréer, donc je vais plus chez la gynécologue et donc je fais plus mon suivi gynécologique. Donc on observe moins de frottis à partir d'un certain âge. En fait, à partir de la ménopause, les femmes, elles pensent qu'elles ont plus besoin de faire des frottis, alors que en fait, il faut continuer à en faire. C'est important de continuer à en faire. Et sur le dépistage du cancer colorectal, le frein, c'est la manipulation des selles. Et c'est vrai qu'il faut recueillir des selles. Alors maintenant, le dispositif, il est quand même, tout est bien conçu avec un petit papier qu'on met au-dessus de la lunette des toilettes et qui est biodégradable, qu'on peut mettre dans les toilettes. Mais c'est vrai que c'est pas très fun de faire son dépistage du cancer colorectal. Mais en soi, ça prend très peu de temps. C'est tout seul, on le fait à la maison. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire, mais on touche au caca. Donc, il y a certains freins qui font que les personnes n'ont pas envie de manipuler leurs selles, même si on les manipule à distance. C'est juste prendre un petit bâtonnet pour essayer de recueillir à la surface des selles du sang qui serait invisible à l'œil nu. En fait, le problème en France, c'est aussi tous les dispositifs, mais qui sont en cours de simplification. C'est-à-dire que il y a quelques années, il fallait passer par la case médecin traitant avant d'aller chez le pharmacien. Maintenant, vous pouvez aller directement chercher votre kit chez le pharmacien. De même pour la vaccination contre le papillomavirus. Jusqu'à il y a quelques années, même pas, quelques mois, il fallait forcément passer par la case médecin, faire l'ordonnance, aller chez le pharmacien, revenir chez le médecin. C'était compliqué. Alors qu'en fait, maintenant, il suffit d'aller chez le pharmacien, de retirer, de se faire vacciner directement chez le pharmacien pour le papillomavirus et de retirer son kit directement chez le pharmacien. Donc, on essaie de plus en plus de simplifier l'accès à la prévention, à la vaccination et au dépistage, mais pour l'instant c'est encore mal connu. Donc c'est pour ça que les campagnes Octobre Rose, Juin Vert, Mars Bleu permettent d'aborder ces questions de dépistage et de l'accès au dépistage. Mais c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver, ce que je vous disais tout à l'heure aussi sur le dépistage organisé, dépistage individuel. Voilà, les messages se brouillent, et puis après il y a aussi tout avec les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de désinformation, de polémiques, et il faut aussi lutter contre ça quand on fait de la prévention. On a toujours des personnes qui viennent nous voir et qui nous expliquent que le vaccin est très dangereux, que la mammographie, on a des risques supérieurs à faire des mammographies au bénéfice d'en faire. Donc voilà, il faut s'appuyer sur des études scientifiques qui montrent que non, si on propose ces campagnes, c'est parce que le bénéfice-risque a été étudié et qu'il est beaucoup plus intéressant de participer à ces campagnes de vaccination ou de promotion des dépistages, et que ça a montré son efficacité. En Australie, on est en passe d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination contre le papillomavirus et au fait que les femmes font des frottis. Et donc les deux conjugués fait que on a quasiment plus de cancer du col de l'utérus en Australie. Donc en associant à la fois une démarche de prévention et de promotion des dépistages, on fait reculer en fait le cancer. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir des campagnes qui sont gratuites, que ce soit pour les dépistages organisés, pour les campagnes de vaccination. Et il faut en fait que ça se sache et que les personnes s'en emparent et participent à ces différentes campagnes. Mais pour ça, il y a sûrement besoin de faire plus de pédagogie et de rendre plus accessible le dépistage et la vaccination. La prévention et le dépistage ne font pas disparaître le cancer. Mais en revanche, ils peuvent en changer radicalement l'histoire. Ils permettent de détecter plus tôt, de traiter mieux, parfois même d'éviter la maladie. Et ils nous rappellent surtout que, face au cancer, nous pouvons avoir un temps d'avance. Ce que montrent les témoignages de cet épisode, comme les paroles des soignants et des acteurs de terrain,
c'est que le dépistage n'est pas seulement une question médicale. C'est une question d'information, d'accès, de confiance et parfois de courage. C'est aussi une responsabilité collective, celle de mieux informer, de mieux accompagner et de ne laisser personne à l'écart. Parce que dans la lutte contre le cancer, la prévention et le dépistage ne sont pas secondaires. Ils sont souvent en première ligne. Cet épisode du Cancer et moi vous est présenté par Amanda Scott, réalisé par Marianne Jolin et Charlotte Lepage, mixé par Léo Westphal et produit par Géol Média. Merci à tous les intervenants de cet épisode qui ont accepté de nous partager leur quotidien et leur expertise. Et merci tout particulièrement à la Ligue contre le cancer pour leur aide sur la création de cet épisode. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet. Tous les liens sont dans la description et enfin, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute.